bien travailler pour faire après de la prévention et pour accepter la diversité qui pour moi est le sel de la vie. Donc là-dessus j'en vais. Et l'intégrisme. Pour moi l'intégrisme c'est un moyen qu'ont trouvé certaines mafias, on le voit bien d'ailleurs même dans la guerre actuellement, hein, pour capter des populations qui sont en survie ou qui sont en danger. En leur faisant croire que la vérité est dans leur chemin à eux. Les intégrismes politiques comme les intégrismes religieux, je dis toujours en rigolant que je suis un intégriste anti-intégriste, vous voyez, moi aussi ça peut m'arriver. J'avoue que je crains les intégrismes, comme je crains le communautarisme, parce que c'est le terreau de l'intégrisme. Pour moi, la fierté de la France, le fait d'être dans ce pays merveilleux, on oublie que c'est quand même un pays, quand on va à l'étranger, quand on revient en France, on souffle, on respire. Moi, il y a des tas de pays où j'ai trouvé, en Russie en particulier, justement, j'ai fait des missions sida, toxicomanie, où quand je suis revenu en France, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé une chape de plomb sur les épaules. Je pense que ce pays a tous les moyens pour faire à la fois respecter les lois et les peines et éviter toute zone de non-droit, et en même temps avoir cette diversité, cette joie de vivre, cette possibilité de vivre ensemble, de construire dans la diversité. Ça, j'en suis certain. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit la floraison de choses qui n'existaient pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune médecin, je me suis installé en 73 à la Belle de Mai, je ne voyais pas de filles voilées. Et pourtant, il y avait beaucoup de maghrébins dans mon quartier. J'en vois beaucoup plus, j'en ai vu beaucoup plus dans la fin de ma carrière. Je ne voyais pas de gens qui affichaient d'une manière provocatrice leurs convictions religieuses, comme ceux qui affichent leur... C'est moins bien vu en France d'afficher ses convictions politiques, mais religieuses, vous le savez. Maintenant, c'est très compliqué, ce qui évidemment provoque des tas de réactions. Voilà pourquoi je pense que l'intégrisme est quelque chose qu'il faut combattre, parce que c'est presque la fermeture de la porte du dialogue. La France est un pays laïque, et je pense que justement, le respect de cette laïcité impose le dialogue religieux. Les seuls qui nous empêchent d'avoir ce dialogue interreligieux, interculturel, interethnique, tout ce qu'on veut, c'est les intégristes. Voilà pourquoi je pense que c'est un phénomène qu'il faut combattre. Et dans la transmission des valeurs, je conclurai là-dessus pour passer la parole. Dans la transmission des valeurs, c'est quelque chose qu'il faut que tous nous ayons dans la tête, de dire nous sommes tous différents, mais il y a des lois du vivre ensemble qui contredisent justement les intégrismes, l'intolérance. C'est des choses que je pense qu'il ne faut pas oublier et pas uniquement penser qu'à mettre beaucoup de moyens financiers dans des cités et tout ça, il faut aussi transmettre ces valeurs républicaines. Père Petitver, on ne touche pas là la question de la crise du sens, même si évidemment il ne faut pas faire à la fois d'amalgame ou de raccourcis trop hâtifs entre le port du voile et l'intégrisme. Oui, je crois qu'il est vraiment urgent dans notre pays où l'islam est devenu la seconde religion, que nous, citoyens français, on fasse cet effort de compréhension. Parce que ce qui soit un petit peu dramatique, c'est souvent on a un schéma de religion, c'est le catholicisme, et puis on le plaque. Quand le Premier ministre reçoit Monseigneur 23 à Matignon, on peut dire qu'il dialogue avec la communauté des chrétiens. Lorsque le Premier ministre reçoit le recteur de la mosquée de Paris, il ne rencontre que le recteur de la mosquée de Paris. L'imam et l'Archbishop, il n'en a rien à cirer, au contraire, c'est un opposant total. Donc il n'y a pas un islam de France, ça c'était, je crois, l'erreur de nos politiques. Il y a des islams. Et on le voit, à Argenteuil, les grandes mosquées, là c'est l'islam du Maghreb, et il y a aussi des caves, là c'est l'islam du Sud-Sahel. Donc il y a l'islam, c'est pas mono. Il y a des différences chez les chrétiens. Enfin, tous les prêtres passent par le séminaire. Alors que chez vos amis musulmans, n'importe qui peut se proclamer imam. Vous ouvrez une salle de prière, vous avez des gens, vous autoproclamez imam. Imam. Alors c'était la grande difficulté de nos politiques par rapport au financement des mosquées. En disant, parce que c'est la République de financer les mosquées. On dit, oh non, séparation, l'Église, l'État, c'est pas lui de financer les mosquées. Or, en région parisienne, la République n'a pas financé les mosquées. On a vu des magnifiques mosquées sortir de terre. Mais bien sûr, ensuite, l'État qui avait payé la mosquée, c'est lui qui fournissait l'imam. Donc, c'est un imam libyen qui prêchait dans ces magnifiques mosquées. Donc, il faut vraiment
on ne peut pas raisonner avec l'islam comme on raisonne avec le catholicisme. Quelle piste d'action du coup? Alors, d'abord, il faut comprendre. Moi, je fais un peu trois catégories. Hein. Moi, ce qui a changé entre-temps que je bosse dans le quartier, c'est qu'il y a 30 ans, le jeune maghrébin non-croyant ne pratiquait pas, alors qu'aujourd'hui, le jeune maghrébin non-croyant pratique. Et je discutais avec un de mes amis imams, il me disait, vous, votre problème à vous, prêtre catholique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes croyants non pratiquants. Moi, mon problème à moi, c'est que j'ai beaucoup de jeunes pratiquants, mais non croyants. Alors, il y a les musulmans croyants. Bon, moi, personnellement, j'ai d'excellents amis, et je trouve merveilleux le dialogue qui va s'instaurer, et que quand l'islam s'appuie sur une vraie foi, on a un Dieu, on ne peut pas tuer l'innocent au nom de Dieu, c'est une connerie. On peut respecter ceux qui partagent la foi en un Dieu unique, même si les angles de vue ne sont pas les mêmes. Donc j'ai eu, moi, avec les jeunes, pour lesquels leur pratique de l'islam s'appuie sur une vraie foi, que d'échanges merveilleux. Il y a une deuxième catégorie de jeunes, je parle surtout des jeunes, pour lesquels c'est un islam identitaire. Et là, il y a la construction d'un nous. C'est-à-dire que c'est un islam porteur d'une revendication on existe. Et c'est la seule chose à laquelle on peut s'identifier, ça va être ce nous de l'islam. Là, c'est un peu l'insuffisance des politiques, l'insuffisance. Bon. Alors là, effectivement, on va avoir, je dirais, ça sera à mon avis une erreur de qualifier tout ce qu'on a d'intégrisme. Là, c'est plutôt un islam identitaire, et c'est vrai qu'il s'est développé au niveau des jeunes qui se sentaient absolument pas compte. Et puis, il y a l'intégrisme islamiste, où là, il va s'agir d'en faire un islam offensif. L'islam identitaire n'est pas forcément offensif, c'est reconnaissez-nous. Alors, revendiquer, on va dire qu'on fait le ramadan. Alors, je connais des jeunes, effectivement, qui font le. Moi, j'ai vu ça, c'est. Je connais un groupe de jeunes, Futuroscope de Poitiers. On dormait, c'est le ramadan, je levais à 4h du matin, faire un petit déjeuner. Arrivé là-bas, il y avait soit le billet avec restaurant, soit le billet sans restaurant. Oh non, tu sais, j'en aurais, il n'y a personne qui nous connaît, hein. On pourra rattraper après, tu sais. Hein, alors, non, pourquoi on n'aurait pas. Bon, alors je dis, écoutez, vous avez fait à 4h du matin, dans une institution où il y avait du monde, pour bien. Et puis vraiment. Mais je veux dire, là, c'est cet islam identitaire. Et l'islam intégriste, alors, la grande moi je suis assez content parce que je vois que ces idées que je développais, au départ, c'était appuyé simplement sur mon expérience personnelle, aujourd'hui, elles commencent à être validées. Moi, personnellement, tous les jeunes que j'ai vus se convertir à l'intégrisme islamique, le lieu de conversion, c'est la prison. Le lieu de conversion, c'est la prison. Ce sont nos prisons qui sont les foyers d'intégrisme. Bon. Et regardons toute l'histoire de Mera, etc. Tous. Alors je ne comprends pas l'opinion publique. Je ne comprends pas l'opinion publique qui dit vous foutez des délinquants en prison. Voilà. Alors que ce sont nos prisons. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'en connais l'adolescent, 17, 18, 19 ans, qui commet un délit, puis ça tourne mal. C'est assez catastrophique, hein, c'est qu'il part, il est sûr qu'il ne va pas se faire prendre. Il se fait prendre, garde à vue, jugement immédiat, il voit juste la maman qui pleure au fond du tribunal, même pas le droit de dire au revoir, il y a sa mère en larmes, hop, casse prison. Il était parti le matin comme si de rien n'était, 2 jours après, 48 heures, on se retrouve en tour. Avec tout un sentiment de culpabilité, surtout celui de faire pleurer maman. Tous nos adolescents maghrébins, faire pleurer maman, petite parenthèse, vous savez, des fois, on a des grands frères, des jeunes filles qui font interprète. Alors, quand ils interprètent, c'est-à-dire que c'est marqué pour le petit frère, 2 comportements insupportables va être retenu. Quand c'est la grande sœur qui traduit, c'est 12, hein, ça progresse. Mais c'est pas qu'elle veut mentir, la grande sœur, c'est qu'elle veut pas faire de la peine à maman. Mais c'est bien que si c'est 2 et tout ça, elle va faire de la peine. Bon. Donc, faire de la peine à maman, c'est. Bon. Donc, on a ce. Et puis, il tombe sur quelqu'un. Alors, il est là un peu avec sa culpabilité quand même. La première fois, surtout en tôle, maman pleure. Il tombe sur quelqu'un qui lui dit regarde autour de toi. Il y a 90% de maghrébins dans la prison. Tu es en prison, c'est pas parce que tu as commis un délit. C'est parce que les Français mettent tous les Arabes en prison. Regarde. Et vous avez un discours qui transforme le coupable en héros. Héros, je compte sur toi pour faire changer les choses. C'est pas normal que tous les Arabes ils sont en tôle. Compte sur toi, tu vas avoir mal changé. Mais ce discours prend le gamin fragilisé par l'expérience d'incarcération,
vous le mettez face à quelqu'un qui transforme son statut de coupable en héros, mais il va à bras dedans. Donc, alors là, effectivement, hein, il faut lutter contre cet intégrisme. Je suis d'accord. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne mette pas toute la masse de ces jeunes qui s'affichent, etc. Ça serait dommage, il ne faut pas les renvoyer vers l'intégrisme. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe et de se dire cette revendication identitaire, de ce nous de quartier, et qui aujourd'hui, quand je parlais, hein, c'est la Péroni qui parle de l'islam comme grammaire des quartiers, hein, c'est-à-dire que nous de quartier aujourd'hui est une référence à l'islam. Il faut le comprendre, il faut dire que ce n'est pas du religieux, parce que des fois je... Et j'apprécie un peu, enfin moi l'émission, c'était Christian Delorme, le grand spécialiste de notre église, des relations avec l'islam. J'aime beaucoup Christian, pendant de longues années j'ai trouvé quand même un peu naïf. Quoi. J'adore quand même son dernier bouquin. La première fois, l'islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète. Donc, on doit avoir ce double regard. Moi, il y a un islam que j'aime, c'est vrai, quand je suis reçu dans ces familles musulmanes, à partir du conscience, et puis il y a l'islam qui m'inquiète. Et de se dire, au niveau de toute cette masse de jeunes qui est au milieu, ce ne sont pas des jeunes croyants, mais ce ne sont pas des jeunes offensifs, des jeunes qui revendiquent combien il faut que notre République les soigne, de manière à ne pas les faire basculer dans le champ d'intégrisme. Un petit peu la lecture, potentiellement, que je ferai de l'islam que je rencontre sur les quartiers où je travaille. Ce que vous venez de nous dire, Père, du coup, ça rend un peu compliqué, non? Peut-être l'application de la loi et de la peine que vous développiez tout à l'heure, Michel Bourgain, bon, en lien avec je comprends totalement ces explications, c'est un fait, c'est constaté au quotidien en prison. Je pense simplement que nous sommes un pays, par exemple, quand même, où nous avons la loi des mineurs. Moi, je suis très fier, alors que j'en ai été victime à un moment, si vous voulez, du moins par mon fils interposé, mais je suis très fier que la France est un des pays où il y a une loi pour les mineurs. Il y a des pays où ça n'existe pas, où on traite le mineur de la même façon que le majeur, avec même des fois une aggravation de peine. Donc, si vous voulez, pour moi, simplement, ce que j'aimerais, c'est qu'on adapte cette loi des mineurs. J'ai créé une fédération de victimes nationale, et un de nos combats était d'abord de séparer les mineurs des majeurs dans les prisons, donc la création, par exemple, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Les centres fermés, pour moi, c'était simplement presque un hommage au centre ouvert, dans la mesure où il y a une période de la vie d'un délinquant où il faut quand même l'avoir sous la main pour pouvoir le traiter, mais après, ils n'ont pas vocation, je ne parle pas des crimes ou des choses très graves, mais de délits de droit commun. Un jeune ne peut pas être traité de la même façon. Donc ce qu'il faudrait, c'est simplement avoir les moyens financiers et de structure pour que les mineurs soient pris en main dès le premier délit, dès la première incartade, et non pas mélangés dans ces prisons avec justement des intégrismes qui vont d'ailleurs, qui les prennent eux pour être après des super représentants dans le monde de la criminalité, hein, mais d'avoir au contraire ces jeunes, de les prendre et de tout faire pour que ce soit le premier et le dernier délit. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Pour la prévention dans les cités, on en a assez parlé, mais pour moi, c'est toujours, je vous dis, c'est pas uniquement les moyens financiers de l'État ou de collectivités territoriales qui comptent, mais aussi de favoriser la transmission des valeurs. Alors, on est en France, on est en République. Transmission des valeurs de la République, et ça n'empêche pas, parce que la laïcité pour moi c'est l'ouverture à la liberté de culte et à la liberté spirituelle, ça n'empêche pas la transmission des valeurs par toutes les structures cultuelles. Donc moi, ici nous sommes dans le monde chrétien, mais quand c'est des soufis qui peuvent éventuellement expliquer la spiritualité à des jeunes maghrébins qui veulent être identifiés comme maghrébins, ce qui est leur parfait droit, ça ne me gêne pas, à condition que ça ne soit pas fait dans cet intégrisme. Alors, un manque de moyens dans la justice des mineurs qu'il faudrait vraiment faire, parce qu'on est en train de bousiller notre trésor national, et favoriser la transmission des valeurs de la République et des valeurs de l'être humain, qui est un être religieux, qui est un être spirituel. Vous dites qu'aujourd'hui, ce qui se vit dans les quartiers, dans les cités, c'est une opportunité, une chance pour la nouvelle évangélisation. Alors, je vais répondre à ça, mais bon, je vais prendre deux points. Le premier point, tout à l'heure, on parlait de l'islam, qui me semble très important, c'est de ne pas avoir peur, même des intégristes. C'est-à-dire que nous, chrétiens, on ne doit pas avoir peur d'aller au contact, parce que
l'intégrisme, il va se développer qu'à partir du moment où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de dialogue, si on se retrouve à nouveau dans un ghetto religieux, vous voyez. Et donc il faut aller à leur rencontre, il faut être capable de, voilà, de partager avec eux, même si vous en croisez en centre-ville, on peut échanger, quoi. Et l'autre point que je voulais, qui rejoint les questions de tout à l'heure, qui me semble très important aussi, sur un peu, on pourrait avoir un aspect aussi un peu visionnaire, vous voyez, de ces quartiers. On est dans la mondialisation. Finalement, ces quartiers sont nés de la mondialisation. Hein. Donc on a les peuples du monde entier en France, parce qu'effectivement, on est arrivé à une époque où il est très facile d'arriver en France pour y travailler. Alors bon, maintenant il y a des problèmes du chômage, mais à l'origine c'était pour ça. Mais le sens inverse est vrai aussi, vous voyez. C'est-à-dire que les populations aujourd'hui en France, et vous aussi d'ailleurs, peut-être que vous avez des contacts avec l'étranger. C'est hyper facile d'avoir des contacts avec l'étranger. Hein. Avec Facebook ou avec n'importe quel outil, hein, on dialogue avec un Brésilien, et voilà. Et il faut bien se dire que toutes ces populations différentes qui vivent en France, dont beaucoup sont français aujourd'hui, ont toujours des contacts avec les pays d'origine de leurs parents. Et là-dedans, il y a une véritable chance. Là-dedans, il y a une véritable chance pour aussi, pas seulement pour la France, vous voyez, pour aussi construire les pays en développement, les pays en difficulté. Parce qu'il y a effectivement, probablement des jeunes qui auront grandi, auront été éduqués ici, et qui seront capables demain d'aider leur pays d'origine. Alors, pour la question d'évangélisation, là on emploie le mot à risque, vous voyez, parce que finalement, c'est un mot qui fait débat dans le pays laïque, qui fait débat aussi dans l'Église, hein, c'est un peu, vous voyez, un truc un peu chaud. Et c'est vrai que c'est chaud l'évangile. L'évangile, c'est ce qui fait notre bonheur, hein, un bonheur à vivre et aussi un bonheur à partager. Alors, souvent quand je vois ce débat autour de ce mot, évangélisation, je me dis, mais bon, il faut absolument que je relise l'évangile, parce que peut-être que c'est dangereux l'évangile. Alors j'essaye de relire l'évangile. Et puis je m'aperçois que finalement l'évangile, ça me semble pas dangereux. Hein. Même si j'étais pas chrétien, je me dirais, mais c'est l'histoire d'un Dieu qui décide de rejoindre son peuple. Alors, comme il peut tout, il se fait homme. Et puis, il leur montre le chemin de l'amour. Comment aimer Dieu, comment s'aimer en frère. Et puis, il nous aime jusqu'au bout. Il va jusqu'à nous montrer que l'amour est plus fort que la mort, est plus fort que le mal. Et puis, il nous fait une promesse d'un amour infini et éternel. Alors je dis, non, l'évangile, c'est pas quelque chose de dangereux pour les individus et pour la société. Alors finalement, qu'est-ce qui est dangereux? C'est nous. Parce que c'est nous qui allons pratiquer l'évangélisation. Donc c'est chacun d'entre nous, effectivement, on peut pratiquer une mauvaise évangélisation. Vous voyez, on peut être dans une stratégie, on peut être dans une tactique pour convaincre, pour convertir, pour changer l'autre. Alors, moi, j'ai trouvé un peu un garde-fou, enfin c'est l'Église qui me l'a donné, un garde-fou pour ne pas devenir fou quand j'évangélise, c'est la compassion. Parce que la compassion, elle a cette exigence de la vérité. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je veux être avec lui pour de vrai. Alors c'est dur, hein. Je veux l'aimer pour de vrai, c'est tout un chemin. Donc il faut du temps, il faut beaucoup de vérité. Et je crois que pour l'évangélisation, il faut donc prendre les choses dans le bon sens. Il faut commencer par prier, parce que c'est bien avec Dieu qu'on va apprendre à aimer. En tout cas, c'est nos convictions, nous chrétiens. Donc il faut commencer par prier avant de penser à l'évangélisation, régulièrement, tous les jours. Et puis il faut penser à aimer pour de vrai. Donc à vivre cette compassion. Et à partir du moment où on arrive à effectivement vivre cette compassion, eh bien, je pense que l'évangélisation se fait toute seule. Il faut un désir aussi. Hein. Et vous voyez, il y a un tamis de purification de l'évangélisation, même si l'évangélisation pour moi n'est pas un gros mot. Et ce tamis, c'est la compassion. Alors, mise en perspective, la vocation des chrétiens en banlieue est bien au-delà des quartiers. Il est temps de vous donner la parole, parce que j'ai vu que certains qui prenaient des notes, en tout cas vous suiviez attentivement les paroles des uns et des autres. Ce que je vous propose, c'est un temps de questions pour approfondir tel ou tel point, et c'est vrai que à la fois la compréhension du
fonctionnement ou du dysfonctionnement de ces cités extrêmement complexes. J'imagine que vous êtes frustré sur certains points, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous demanderai juste si vous avez une personne à qui vous souhaitez vous adresser, à la nommer, et puis à faire bref, donc à poser une question brève aux uns ou aux autres. On va passer le micro. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Je ne sais pas si elle est difficile, mais vous avez parlé avec une, comment dirais-je, une simplicité et une approche très généreuse de l'islam, comme des prochains. Et je ne comprends pas pourquoi en France, le personnel politique ne veut pas aborder ce problème sur ce même plan. Ils sont toujours, comment dirais-je, un peu crispés, ils ont peur de... C'est parce qu'ils ne vont pas vers eux ou quoi? Quel est le problème de nos hommes politiques avec l'islam? On donne la parole à l'homme politique d'une part et à ceux qui les a fréquentés de Petit homme politique, puisque je ne suis pas représentatif de toute la classe politique, et ne serait-ce parce que je ne suis pas parlementaire. Je pense que quand on est politique, on endosse un habit qui est l'habit de la République laïque, une et indivisible. Ce qui fait que chaque mot prononcé par un politique engage quand même, on va dire, l'institution et la structure et la collectivité à laquelle il appartient, ce qui fait qu'on ne peut pas s'afficher comme partisan de quelque chose. Donc c'est pas la langue de bois, c'est peut-être le respect de la laïcité, le respect de base, quoi, qui fait qu'il est difficile pour un homme politique, quel qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit déiste ou qu'il soit qui s'en moque tout bonnement, de parler comme un religieux, puisque lui, il est représentatif de la République française, laïque. Alors, après, la laïcité, pour moi, à la française, est très claire. C'est une laïcité qui ne peut qu'être respectueuse de toutes les croyances, et de toutes les non-croyances, d'ailleurs, par définition, et ce qui fait qu'elle impose presque le dialogue religieux, pour moi. La laïcité n'est pas, comme je suis laïque, il est interdit de parler de religion. Quand on est laïque, on peut participer à un dialogue interreligieux avec le respect de la foi, parce que la foi c'est quelque chose qui est, enfin moi je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais la foi c'est quelque chose de personnel. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Le père Ticlair tout à l'heure a expliqué un truc qui est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans non croyants, et nous on a beaucoup de croyants non religieux. Je vais le dire honnêtement, c'est un peu mon cas. Moi, je suis un croyant. Quand on me dit qu'est-ce que je ne suis pas athée. Je ne suis pas religieux parce que ma formation, mon éducation, mais je suis un croyant. Je suis un croyant parce que quand on est simplement un scientifique, puis même peut-être simplement un homme de bon sens, on se doute bien qu'il y a un moment, il y a un mystère. Et ce mystère, pour moi, c'est Dieu. Alors après, ma formation et peut-être le fait que je sois politique, je m'arrête là. Mais un homme politique ne peut pas dire, peut pas avoir un dialogue religieux s'il veut rester politique et laïque. Petit cœur, évidemment. Non, je rentrerai dans le sens. Il me semble qu'en France, le souci, c'est qu'il y a deux conceptions de la laïcité dans les politiques que je rencontre. La laïcité telle que vous la décrivez, c'est celle qui est inscrite dans notre Constitution, la République, celle qui est inscrite dans la Convention des droits de l'homme, la Convention des droits de l'enfant. Un État laïque, c'est un État garant de la liberté d'expression et de pratique religieuse. Mais à côté de cette conception, il y a une deuxième conception, à une époque où il n'y avait qu'une seule religion, que j'appelle laïcisme, où un État laïque, c'est un État qui serait promoteur dans ses institutions d'une interdiction de toute expression pratique religieuse. Et beaucoup aimé, moi, le discours qui a été très contesté de l'ancien président Sarkozy à l'Université de Latran, parce que c'était sortir de cette conception qui, à mon avis, n'est pas républicaine. La conception républicaine de la laïcité, c'est celle que le docteur Bourgain vient de décrire. L'État qui est garant de cette liberté. Cette liberté. Moi, je suis effectivement, vous voyez, moi je ne veux pas de croix. Alors, des fois c'est étonnant, c'était les laïcs qui portent les croix, puis les curés qui n'en portent plus. Donc à l'envers. Mais c'est vrai que le directeur d'une association financée à 85% sur des fonds publics,
Et effectivement, par respect pour la République, je me dis, quand je serai à la retraite, je porterai sans doute la croix. Mais là, dans la fonction qui est mienne, professionnelle, je suis respectueux effectivement de l'institution qui me finance, en disant que des gens s'iraient me trahir, on finance mal de groupe, et puis bon, donc je ne pense pas que ça change quelque chose, vraiment que l'on marque. Et puis, autant vous dire que la foi pourrait être une aide lorsque vous rencontrez un musulman croyant, lorsque vous rencontrez un jeune musulman pratiquant mais non croyant, qui est dans l'identité, ça peut être un obstacle, parce que tout de suite, ça va être, donc je préfère qu'ils me découvrent d'abord comme éducateur, puis dans un deuxième temps, ils seront, parce que c'est une autorité publique que je suis prêt. C'est mon positionnement, l'important c'est d'être à l'aise dans ses baskets, comme le disait Émeric. Et effectivement, pour pas être à l'aise, c'est surtout pas me dire tiens je la mets pas, je la mets pas. Bon, voilà, donc c'est le choix que j'ai fait, que je me reviens à la tête, que je serai à la retraite professionnelle. Autre question? Oui, j'ai eu une longue expérience dans le quartier puisque j'étais pendant 15 ans président de l'office d'HLM HLP de Marseille et 6 ans maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Et j'ai donc été confronté à tous ces problèmes des difficultés des grandes cités. Et j'ai vu avec beaucoup de bonheur, lorsque la loi, le PNRU de Borloo est sorti, les milliards qui ont été mis dans les cités, qui ont été décidés par Paris, qui ont été décidés par les communes, sans pratiquement rien demander aux populations. Est-ce qu'aujourd'hui, le vrai problème de nos quartiers, pas qu'à Marseille, je connais Marseille un peu moins bien que Michel, puisqu'il le connaît aujourd'hui, moi ça date déjà il y a quelques années, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour, et que, je vais dire un grand mot, il n'y a pas de politique sur place. Il n'y a pas, la politique n'existe pas. La politique, elle est faite par charité, si je peux l'exprimer ainsi. Et ça, c'est le vrai problème. On prend tous ces braves gens pour des mineurs. Petit frère, puis ici. Oui, non, moi c'est toute la. Je conseille le dernier ouvrage de Lapéronie, qui est sans doute le sociologue qui connaît mieux la refaire la cité, quoi. C'est vraiment ce qu'il dit. C'est que combien effectivement rendre cette population acquise. Alors vous savez, au niveau de la démarche salésienne d'éducation, au niveau de Don Bosco, c'est vraiment l'idée forte de Jean Bosco. Il faut faire alliance avec les jeunes. Chaque fois que Jean Bosco réunissait ces jeunes, il leur disait sans votre aide, je ne puis rien faire pour vous. C'est vous qui avez les mots. Et ça, je crois qu'il est important que nos politiques, et comment effectivement, on n'arrive pas à faire émerger effectivement des politiques. Quand je vois la part importante de la population issue de l'immigration à notre pays et sa si faible représentation à l'Assemblée nationale. Alors je me souviens d'un grand débat, c'était avec nos amis américains et ma mère qui parlait de la République française, je disais mais je regarde l'Assemblée nationale, bon, chez nous américains quand même, il y a une représentativité, et je veux dire que noirs, ces blancs se retrouvent derrière le même drapeau, la forme du symbole est même. Nous, comment effectivement et toutes ces maladresses, moi je trouve qu'il y a un moment sur le débat sur l'identité, qu'est-ce que ça signifie être français, il y a des choses intéressantes à jouer, qu'est-ce que ça signifie, on voit que des concitoyens qui manifestent contre, mais ils sont d'accord avec quoi? Et comment ressouder l'unité de notre peuple autour de ces valeurs? Docteur Bondet a insisté sur ces valeurs de notre République, partager avec tous, non, je suis... Mais c'est peut-être effectivement une démarche qui est, et pas simplement de faire de la figuration avec quelques personnes, mais d'avoir véritablement... alors ça, c'était la grande déception de Christian. Enfin, moi je trouve que c'était vraiment le grand ratage, le grand ratage, quand on regarde cette histoire des banlieues, c'est 83, la marche des beurs, initiée donc avec Christian Delorme, avec vraiment cette idée que là il y a une culture, il y a une génération qui va réussir à allier à la fois sa tradition et puis son appartenance à la République, et puis que ça a été complètement récupéré par un parti avec SOS Race, au lieu de faire émerger de ce mouvement des vrais politiques, ça a été aussitôt une récupération par un parti qui a piloté SOS Racisme pour en faire un instrument. Là je trouve que l'erreur là a été, on a cassé vraiment toute une dynamique. 83, et je pense qu'on aurait réussi 83, c'est-à-dire que ce mouvement de la marche des beurs aurait permis, si ça n'avait pas été utilisé par le politique comme ça l'a été, de piquer quelques leaders et puis de fonder son truc qui soit vraiment... On avait là de quoi faire émerger. Et là, cette occasion
Je trouve que dans l'histoire, quand on relit l'histoire, 83 la marche des mœurs, c'est vraiment une occasion ratée. Et où là, le politique a instrumentalisé cette marche, alors qu'on aurait pu se servir de cette marche pour faire émerger un début de classe politique au niveau de ces jeunes, et qui là était dans un esprit qui n'était absolument pas anti-police, comme ils le sont aujourd'hui, qui n'était absolument pas anti-institution, qui était vraiment un esprit prenons notre place dans les institutions. Et là, c'est quand même nos politiques qui ont fermé la porte à ce moment. Je cite l'ouvrage auquel vous faisiez référence, Refaire la cité, l'avenir des banlieues, Michel Kokoreff et Didier Lapéronie, deux sociologues au seuil, pour ceux qui veulent. Cyril veut dire un mot et puis après je vous dis. Oui, non, simplement pour répondre à votre question, effectivement, il y a un peu à nouveau la dynamique des ghettos, le ghetto de ceux qui savent, et puis le ghetto de ceux qui ne savent pas. Je pense que simplement, il y aurait à se rencontrer, je dirais, il y aurait un peu 3 personnes là-dedans à rencontrer. Effectivement, les ingénieurs, ceux qui savent, ceux qui sont brillants, qui ont fait des études sur le sujet, la population locale, absolument, parce que c'est elle qui le vivra après, et aussi les associations à nouveau, qui sont souvent des ponts, et qui arrivent à comprendre et à faire dialoguer les deux milieux. Très rapidement. Il y a une Madame Duflot qui m'intéresse beaucoup. C'est pas celle qui est au gouvernement, c'est celle qui est chez M. Barack Obama maintenant. Esther Duflot, qui parle, elle est marseillaise. Et elle est, je ne sais pas si elle est marseillaise, mais en tous les cas, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle a travaillé sur l'autonomisation. C'est-à-dire que rendre les gens autonomes, c'est pas les gaver d'argent sans leur avoir demandé d'ailleurs ce qu'ils voulaient. C'est, pour moi, le travail sur la santé, sur l'éducation, la transmission des valeurs, ça doit aboutir à de les rendre autonomes, de rendre les publics autonomes, et en particulier autonomes sur le plan économique. Alors pour ça, ça part du microcrédit, les micro-entreprises. C'est impressionnant de savoir qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent chaque année. On en a beaucoup, sauf que ces entreprises sont gênées par des choses qui sont terribles, qui sont la législation du travail, la législation sur des charges, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là. Et cette Madame Duflot, je pense qu'on devrait l'écouter. C'est dommage que ce soit les Américains qui l'écoutent avant nous. Une question par ici. Alors, je suis Loïc Cheval-Breton de l'association Art et Développement. À la rubrique il y a des choses à faire, et en particulier pour donner la parole aux gens, il y a une approche qui est très intéressante, c'est de libérer leur créativité. L'association a une assez longue expérience avec les enfants, et je voudrais attirer l'attention sur cette possibilité par le biais des artistes. Les artistes